Bonjour et bienvenue dans le Point Résistance écologique, le podcast qui parle d'écologie de manière simple et accessible pour aider chaque personne à agir à son échelle contre le changement climatique, l'écocide et la 6e extinction de masse. Je m'appelle Brice Schwartz et chaque semaine j'explore les solutions qui peuvent aider l'humanité à faire face à la plus grande crise de son histoire. Ici, pas d'écologie des petits gestes, d'idéologie ou de greenwashing. On aborde les problématiques qui font du 21e siècle le siècle des menaces et on met en lumière les réponses les plus réalistes. Trop souvent, l'écologie est considérée à tort comme le problème des générations futures, quelque chose de compliqué qui ne dépend pas de nous. C'est maintenant que tout se joue, et nous avons toutes et tous un rôle à jouer. En avant. Pour ce 5e épisode, j'ai envie de te lire l'introduction d'un livre qui me tient beaucoup à cœur, qui est un mouvement pour sauver la planète de Deep Green Resistance, une organisation écologiste qui est de plus en plus connue à l'international et qui pose les bases de la résistance écologique. Alors, il faut savoir que c'est une organisation qui défend une idéologie plutôt radicale de l'écologie, donc évidemment tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais en tout cas il pose les bases de ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle. Ce livre, il est signé d'Eric Jensen, Lee Harkis et Arik McBay, et l'introduction est signée du coup d'Eric Jensen. Cet ouvrage traite de la riposte. La culture dominante, la civilisation, est en train de tuer la planète, et il est plus que temps pour ceux d'entre nous qui se soucient de la vie sur Terre d'entreprendre les actions nécessaires pour l'empêcher de détruire tout ce qui y vit. Nous sommes désormais au courant des chiffres et des tendances. 90% des gros poissons ont disparu des océans, qui contiennent 10 fois plus de plastique que de phytoplancton. 97% des forêts anciennes ont été détruites, ainsi que 98% des prairies. Les populations d'amphibiens s'effondrent, tout comme celles des oiseaux migrateurs, des mollusques. 200 espèces disparaissent chaque jour. Si nous ne connaissons pas ces chiffres et statistiques, c'est que quelque chose ne va pas. Cette culture détruit les terres, c'est une réalité. Quand vous pensez à l'Irak, quelle est la première image qui vous vient en tête ? Est-ce une forêt de cèdres si dense que la lumière du soleil ne peut atteindre le sol ? L'un des premiers mythes écrits relate l'histoire de Gilgamesh déboisant les collines et vallées d'Irak afin de construire une grande cité. La péninsule arabique était pourtant recouverte de forêts de chênes et l'Afrique du Nord, la Grèce et le Proche-Orient étaient densément boisées. Rappelons-nous les cèdres du Liban. Répétons-le, cette culture détruit les terres. Et il n'y a aucune raison pour qu'elle cesse simplement parce qu'on lui demande gentiment. Nous ne vivons pas dans une société démocratique, et avant de vous offusquer à la lecture de ce blasphème, réfléchissez. Les gouvernements sont-ils au service des multinationales ou bien des êtres vivants ? Le système judiciaire tient-il les PDG pour responsables des conséquences destructrices, souvent mortelles, de leurs actes ? Voici 2 devinettes pas particulièrement amusantes. Qu'obtient-on en associant une vieille habitude de drogue, un tempérament vif et un flingue ? 2 sentences à vie pour meurtre, date de libération au plus tôt en 2026. Qu'obtient-on en associant 2 États-nations, une multinationale, 40 tonnes de poison et au moins 8000 êtres humains morts ? Une retraite avec salaire complet et bénéfices. Warren Anderson, PDG de Union Carbide, responsable d'un massacre de masse à Bhopal, en Inde. Les riches sont-ils vraiment soumis au même système judiciaire que vous et moi ? La vie sur Terre a-t-elle vraiment le même poids qu'une multinationale dans un tribunal ? Nous connaissons tous les réponses à ces questions. Et nous savons bien, au fond de nous, que cette culture ne connaîtra jamais de transformation volontaire dans le but d'adopter un mode de vie sain et durable. Nous, Arik, Lair et Derek, avons demandé à des milliers de gens de tous horizons, activistes, étudiants ou anonymes, croisés dans le bus et dans l'avion, s'ils pensaient que cette culture connaîtrait cette transformation volontaire. Personne, ou presque, ne répond par l'affirmative. Si vous vous souciez de la vie sur cette planète, et si vous pensez que cette culture ne cessera pas délibérément de la détruire, comment cela se manifeste-t-il dans vos méthodes de résistance ? La plupart des gens ne le savent pas, et car ils n'en parlent pas. Voilà ce dont traite ce livre, du changement de stratégie, de tactique et de riposte. Nous devons interposer nos propres corps et nos propres vies entre le système industriel et le vivant. Nous devons commencer à riposter. Ceux qui viendront après nous, qui hériteront de ce qui restera du monde une fois que cette culture aura été paralysée, grâce aux pics pétroliers, à un effondrement économique et écologique, ou bien aux efforts de femmes et d'hommes ayant souhaité s'allier au monde naturel pour résister, nous jugerons en fonction de la santé des territoires que nous leur laisserons. Ils n'auront que faire de la manière dont vous et moi avons vécu, de nos bonnes intentions, des efforts que nous avons fournis.
Ils n'auront que faire de notre intérêt pour le sort de la planète, de notre sagesse, de la non-violence ou du pacifisme dont nous aurons fait preuve. Ils n'auront que faire de nos excuses pour ne pas agir. Je suis trop stressé pour y penser, c'est trop énorme et effrayant. Je suis trop occupé. Ceux qui ont le pouvoir nous tueront si nous nous retournons contre eux. Si nous ripostons, nous risquons de devenir comme eux. Je trie mes déchets. Et les milliers d'excuses que l'on entend sans cesse. Ils n'auront que faire de la simplicité de la vie que nous aurons menée, de la sincérité de nos intentions et de nos actions. Ils n'auront que faire de savoir que nous sommes devenus le changement que nous voulions voir, que nous avons voté démocrate, républicain, vert, libertaire ou pas voté du tout. Ils n'auront que faire des livres volumineux que nous aurons écrits sur le sujet. Ils n'auront que faire de la compassion que nous aurons eue pour le PDG et les personnalités politiques à la tête de cette économie mortifère. Ils se soucieront plutôt de savoir s'ils peuvent respirer l'air et boire l'eau de la planète. Nous pouvons fantasmer autant que nous le voulons sur un grand changement décisif. Mais si personne, y compris les non-humains, ne peut respirer, cela n'aura pas grande importance. Chaque nouvelle étude nous prouve que le réchauffement climatique se produit bien plus vite que prévu. Les scientifiques évoquent désormais la possibilité bien réelle que des milliards d'êtres humains meurent dans une sorte d'holocauste climatique, et une étude récemment publiée évoque la possibilité d'une augmentation de température de 16 degrés d'ici à l'année 2100. Nous ne parlons pas d'un futur lointain. Il s'agit d'une époque que les enfants nés aujourd'hui connaîtront et devront endurer. Honnêtement, cette culture a-t-elle plus d'importance que les vies de vos propres enfants ? Dans son livre Les médecins nazis, Robert J. Lifton se demande comment des personnes ayant prêté le serment d'Hippocrate ont pu travailler dans les camps de la mort nazis. Beaucoup de médecins se souciaient de la santé des détenus et faisaient tout leur possible pour les protéger. Ils leur donnaient des portions de pommes de terre supplémentaires, les envoyaient à l'infirmerie pour avoir une journée de repos, les cachaient des agents de sélection qui allaient les tuer. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient, à l'exception de la chose la plus importante, remettre en question l'existence même des camps, le travail à mort des détenus, la privation mortelle de nourriture, l'empoisonnement. De fait, l'absence d'une vision plus globale de la situation, plus élevée, a poussé ces médecins à participer activement à ces atrocités. En tant qu'écologistes, nous faisons la même chose. Nous nous battons autant que nous le pouvons pour protéger les lieux que nous aimons, en utilisant au mieux les outils du système. Pourtant, nous ne faisons pas la chose la plus importante. Nous ne remettons pas en question l'existence même de cette culture meurtrière, ni l'existence d'un système économique et social précipitant le monde vers sa propre mort, l'affamant, l'emprisonnant, le torturant. Nous ne remettons jamais en cause cette logique qui, inévitablement, mène à la destruction de la vie terrestre et marine, à la disparition des couches supérieures de sol, à l'endiguement des rivières et à l'empoisonnement des aquifères. Et nous n'agissons certainement pas pour arrêter toutes ces horreurs. Comment arrête-t-on ce réchauffement climatique global causé en grande partie par la combustion de pétrole et de gaz ? La réponse est une évidence que n'importe quel enfant de 7 ans devrait être en mesure d'énoncer. Mais demandez cela à une personne de 35 ans normalement constituée, travaillant par exemple dans le développement durable pour une multinationale, et vous obtiendrez probablement une réponse plus à même d'aider la multinationale que le monde réel. Car en réalité, lorsque nous nous demandons comment arrêter le changement climatique, la plupart d'entre nous tentent en fait de répondre à la question comment arrêter le changement climatique sans arrêter de consommer du pétrole et du gaz, sans arrêter le développement industriel, sans arrêter ce système écocidaire. La réponse est simple, c'est impossible. Voyons cela autrement. Que feriez-vous si des extraterrestres avaient envahi la planète, s'ils vidaient les océans, rasaient les forêts naturelles, construisaient des barrages sur toutes les rivières, modifiaient le climat, contaminé à l'aide de dioxines et de multiples produits cancérogènes, le lait maternel, la chair de vos enfants, de votre compagne ou compagnon, de vos parents, de vos frères et sœurs, de vos amis ainsi que la vôtre? Résisteriez-vous? S'il existait un mouvement de résistance, le rejoindriez-vous? Sinon, pourquoi pas? À quel point la situation devrait-elle empirer avant que vous ne vous décidiez à arrêter ceux qui détruisent la planète, qui tuent ceux que vous aimez, qui vous tuent vous? 90% des gros poissons des océans ont déjà disparu. Quel sera le seuil au début de votre résistance? 91, 92, 93, 94? Attendrez-vous qu'ils aient tué 95, 96, 97, 98, 99 et 100%? Comment serez-vous alors à riposter? En posant ces questions, nous ne sous-entendons absolument pas que les gens ne devraient pas essayer de combattre le système de l'intérieur afin de freiner la capacité de nuisance de cette culture. En ce moment même, une grande multinationale de l'énergie, le gouvernement national et les États, les communautés indiennes locales, les organisations environnementales et des groupes d'intérêt de pêcheurs et d'agriculteurs sont en train de négocier le retrait de 5 barrages du fleuve Klamath dans les 15 prochaines années, même s'il est incertain que les saumons survivent aussi longtemps. C'est déjà quelque chose, c'est important.
Mais il y a 2 millions de barrages, rien qu'aux États-Unis. 60 000 de ces barrages font plus de 4 mètres de haut et 70 000 plus de 2 mètres. Si nous en enlevions un par jour, cela nous prendrait 200 ans. Ni les saumons, ni les esturgeons n'ont autant de temps. Si les saumons pouvaient prendre forme humaine, que feraient-ils ? Ce livre traite donc de la riposte. Qu'entendons-nous par riposter ? Nous verrons que cela signifie avant tout penser et ressentir en toute indépendance, déterminer ce que nous aimons et la meilleure manière de le défendre à l'aide des moyens appropriés et nécessaires. La stratégie de Deep Brain Resistance se fonde sur un diagnostic honnête de la situation actuelle et notamment des désastres sociaux et écologiques que la civilisation industrielle perpétue inexorablement. Son objectif est d'empêcher les riches de voler aux pauvres et les puissants de détruire la planète. Cela implique également de défendre et reconstruire des communautés humaines justes et durables, établies sur des terres restaurées. Il s'agit d'une vaste entreprise, mais il est possible d'arrêter la civilisation industrielle. Pour cela, nous devons créer une culture de résistance, une véritable résistance, et réunir les conditions nécessaires au retour des saumons, des oiseaux et des amphibiens. Il n'est pas rare que des gens nous abordent pour nous expliquer comment leur espoir et leur désespoir ont fusionné. Ils ne veulent plus faire tout ce qui est possible pour protéger les endroits qu'ils aiment, ils veulent passer à l'offensive pour démanteler cette culture. Mais ils ne savent pas comment. Ce livre traite donc de la riposte et de la victoire. L'action directe ayant pour cible les infrastructures stratégiques est une tactique élémentaire adoptée à la fois par les armées et les insurgés du monde entier, pour la simple et bonne raison que cela fonctionne. Mais de telles actions, seules, ne seront jamais suffisantes pour garantir un juste dénouement. Toute stratégie visant à créer un futur meilleur doit intégrer un appel à la reconstruction de démocraties directes fondées sur les droits humains et sur des sociétés matérielles soutenables. Les différentes branches de ces mouvements de résistance doivent œuvrer en tandem. L'officiel et l'officieux, le militant et le non-violent, l'activiste de première ligne et le travailleur culturel. Nous avons besoin de tout. Nous avons aussi besoin de courage, dont la racine étymologique vient du mot cœur. Nous avons besoin de tout le courage dont est capable le cœur humain, forgé à la fois en armes et en boucliers, pour défendre ce qu'il reste de la planète. Et le cœur du courage, bien sûr, c'est l'amour. Donc, bien qu'il traite de la riposte, ce livre parle en fin de compte d'amour. Les oiseaux chanteurs et les saumons ont besoin de votre cœur, aussi las soit-il, car même le cœur brisé est fait d'amour. Ils ont besoin de votre cœur parce qu'ils sont précipités dans cette longue nuit qu'est l'extinction. Cette résistance, nous allons devoir la construire à partir de tout ce que nous pouvons trouver. Des murmures et des prières, des histoires et des rêves, à partir de nos mots et de nos actes les plus braves. Ce sera difficile et coûteux, et cela semblera impossible lors de beaucoup trop d'aubes implacables. Mais quoi qu'il en soit, nous devons nous y atteler. Alors, rassemblez votre courage et joignez-vous à tous les êtres vivants. Avec l'amour comme cause première, comment pourrions-nous échouer ? C'était donc l'introduction du bouquin de DGR, un mouvement pour sauver la planète, tome 1. Alors, je le disais, le constat, il est sombre. DGR, c'est vraiment l'écologie radicale. Comme toute radicalité, il faut s'en inspirer pour ensuite construire quelque chose de plus adapté au monde actuel, à nos façons de vivre. Mais en tout cas, il y a des très bonnes choses dans ce livre. Je mets le lien, évidemment, dans les notes de ce podcast. Et si ça vous a plu, du coup, n'hésitez pas à l'acheter. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché et que tu aimerais sans doute en savoir plus. Alors je te donne rendez-vous dans les notes de ce podcast pour aller découvrir des ressources qui vont te plaire. Pour soutenir ce projet, le plus simple, c'est de me laisser une note et un avis sur ta plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de toi. C'était le point résistance écologique. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour avancer ensemble dans la lutte.